Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous. Donc là, on fait un webinaire qui est un peu particulier, puisqu'il y a aussi une partie sur place. Donc je suis Antoine Lamarche, je suis le directeur général de Digital Aquitaine. Donc c'est un webinaire Data Aquitaine sur la donnée. Aujourd'hui, on accueille Emmanuel Lyon et Antoine Jean-Jean. Je voulais juste vous donner quelques recommandations avant de démarrer le webinaire. Recommandations qui sont générales sur l'utilisation de l'outil. Donc très simplement, vous commencez à connaître, je pense, ces outils-là. Évidemment, pour se connecter, il vaut mieux utiliser les navigateurs Chrome ou Mozilla. Coupez le micro si nécessaire pendant la session, parce que sinon ça peut être difficile pour entendre. Posez vos questions. Vous avez un panneau latéral dans lequel vous pouvez poser vos questions dans le chat. La présentation est téléchargeable pendant la présentation. Et ensuite, en fin de session, il y a un replay qui sera automatiquement envoyé. Donc, si vous avez le courage et l'envie, vous pouvez regarder l'intégralité de ce qui a été dit ou fait. Dernière recommandation sur l'interface. Donc, vous pouvez passer en mode écran, donc en partant de la gauche, pour avoir sur votre écran la totalité de la visibilité. Donc, en haut, vous avez effectivement la partie questions, où vous pouvez poser des questions. Et puis, si vous avez des problèmes de son, de vidéo, on peut aussi vous accompagner. Je vois qu'il y en a certains qui ont effectivement des débits un petit peu faibles, donc ils nous entendront peut-être avec un décalage. Voilà. Dernier point, c'est penser à couper la petite cloche au bout, sinon vous allez entendre les notifications tomber pendant le webinaire. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, je vais passer la parole aux spécialistes. Donc, Emmanuel, d'abord Antoine, puis Emmanuel. Donc, Antoine, à toi de jouer. Ton micro, peut-être, je vais prendre ce micro-là. Merci Antoine pour cette introduction et merci à Digital Aquitaine et à Stéphanie Lamande pour l'organisation. Donc ce premier atelier Data Aquitaine est le premier d'une longue série, j'espère. Donc on a pour volonté d'organiser des ateliers qui vont, comme d'habitude et comme à la conférence annuelle, mixer des interventions de chercheurs privés et publics. Donc si vous avez envie de participer sur ce mode de présentation, n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions, soit dans le chat, soit par email, à Antoine Lamarche. Et donc aujourd'hui, on commence avec une présentation d'Emmanuel Lyon, donc qui est un contact de notre communauté nationale RODEF, donc recherche opérationnelle et aide à la décision. Emmanuel, merci d'avoir accepté notre invitation sur Bordeaux. Donc on est en direct de Bordeaux ici. Donc Emmanuel est docteur en informatique. Il a fait sa thèse à l'INRIA à Nancy. Actuellement, il est maître de conf à Paris Nanterre, et il est également chercheur au LIPSIS, donc qui est un laboratoire CNRS et Sorbonne Université. Emmanuel est spécialisé en tout ce qui est optimisation stochastique, MDP, apprentissage par renforcement. Et actuellement, il co-encadre 2 thèses CIFRE, notamment avec Nokia et Thales sur ces sujets-là. Donc, je laisse à Emmanuel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va plutôt grouper les questions pour la fin de la présentation. Et je vous laisse la parole. Bonne présentation. Merci, bonjour. Merci déjà à Digital Aquitaine de m'avoir invité et également à Antoine d'avoir fait le lien. Je suis très content de faire ce séminaire. C'est un peu nouveau pour moi, ces séminaires à la fois en présentiel et à la fois derrière une caméra. J'espère que tout va bien se passer et je rentre directement dans le vif du sujet. En fait, le thème de ce séminaire est autour de l'optimisation stochastique traitée par les processus de décision markoviens, avec une ouverture vers l'apprentissage par renforcement et une application au cloud management. Les transparences sont en anglais et le talk sera, le discours sera en français. On a à peu près 3 grandes parties égales dans ce plan.
Je vais déjà commencer par poser quelques petites questions pour les gens qui ont l'habitude de faire de l'optimisation et de montrer en quoi, dans l'optimisation, dès qu'on considère de l'aléa ou de l'aléatoire, on va avoir des nouvelles questions qui vont se poser. Donc, on imagine ce petit schéma qui est à la fois en anglais, donc qui est en franglais et en français. Vous imaginez un lycéen qui doit aller, ou un collégien qui doit aller de la maison au collège chaque matin et qui a le choix entre trois grandes techniques pour y aller, soit la marche, soit le vélo, soit le bus. Et vous avez vu sur ce schéma qu'il y a des petits ronds en bleu et des petits carrés en rouge. Donc, les petits ronds en bleu ou ovales sont des états. Donc, ça peut être la maison, ça peut être dans la rue, ça peut être sur une piste cyclable, ça peut être une piste cyclable et je décris quel va être le type de trafic. Et dans les petits carrés rouge foncé, c'est les choix qu'il fait. Et donc, du coup, vous voyez en fait sur ce schéma que le collégien a trois possibilités d'action. Soit il choisit la marche, soit il choisit le vélo, soit il choisit le bus. Et le but pour lui, c'est d'arriver le plus rapidement au collège. Si vous êtes au courant et au fait un petit peu de toutes ces techniques d'optimisation, vous dites, bah oui, c'est un plus court chemin. Oui, la seule chose, c'est que quand il fait un choix, ici, vous pouvez le regarder dans par exemple, juste après la marche, il y a deux possibilités de choix. Soit il marche dans la rue et il est seul, et il va aller au collège, et il aura un temps de 15 minutes dans la rue, et puis après, il n'aura qu'une seule action possible, qu'un seul choix, qui est d'aller au collège, et il va remettre 15 minutes. Soit il fait une rencontre dans la rue, il fait une rencontre au bout de 15 minutes, et alors là, le chemin est beaucoup plus pavé de mauvaises intentions parce qu'il a le choix de soit de retourner à la maison, soit d'aller au collège, mais comme il est avec un de ses amis, il va mettre plus de temps, il va mettre 30 minutes. Et donc, quand vous faites une action, quand vous faites un choix, vous ne connaissez pas le temps réel de trajet. Ça, c'est une des vraies questions. Ici, avec le choix, quand vous avez le choix et quand vous avez la marge, vous avez deux possibilités de temps de trajet. Et donc, faire une optimisation sans considérer, sans avoir ces données est important. Et donc, déjà, avant même, dans tout problème qui demande de l'aléatoire, vous avez déjà un prérequis qui est très gros, qui est les statistiques. Comment vous allez pouvoir, avec calculer les temps, par exemple, ces temps de 15 minutes ou ces temps de 30 minutes ou de 15 minutes une fois qu'il a choisi d'aller au collège, ça doit être calculé par les statistiques. Vous avez déjà, dans tout problème avec de l'optimisation aléatoire, ça demande des statistiques. Okay. Ensuite, va être ici le trajet le plus court, si on ne prend aucun aspect statistique, c'est le trajet en bus. Il est dans le bus, il doit mettre 15 minutes pour aller à l'arrêt du bus. C'est le petit rond bleu marqué dans bus. Et après, il a encore 5 minutes pour aller au collège. Donc ça, c'est le trajet le plus court. Mais est-il vraiment le plus court? La réponse est non. Ça va dépendre de l'attente. Parce que s'il choisit le bus, il a deux cas possibles. Soit il arrive à attraper le bus, soit il se met à l'arrêt du bus. Et s'il se met à l'arrêt du bus, puisqu'il est arrêté le bus, il a 15 minutes et le temps en plus, et le temps réellement expérimenté, ça n'est plus 10 minutes, mais c'est 25 minutes. Et du coup, il se retrouve dans un temps peut-être plus lent que celui du vélo, qui est un temps où ça met 20 minutes. Donc, ça va dépendre de l'attente. Le trajet où il prend le bus va dépendre de l'attente. D'accord ? Et donc, quand vous allez faire maintenant de l'optimisation avec de l'aléa, vous ne pouvez pas négliger l'aléa. Donc, vous devez prendre en compte l'aléatoire dans votre problème d'optimisation. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que c'est aujourd'hui le critère du plus court chemin qui est le plus pertinent dans un problème aléatoire? La réponse est non. Parce que vous pouvez, avec un même choix, expérimenter deux temps de trajet complètement différents. Et peut-être que ça n'est pas intéressant de prendre le temps le plus court, mais bien l'espérance du temps que vous allez prendre. D'accord? Donc, en fait, quand vous êtes sur un problème comme celui-là, vous êtes obligé de prendre des statistiques au début, de prendre en compte l'aléa, et la prise en compte de l'aléa, elle est mise en prenant un critère qui n'est pas minimiser le plus court, de prendre le plus court chemin, mais de prendre le plus court chemin moyen. Voilà.
Ça, c'était un petit peu toutes les questions qui arrivent dans le cas de l'optimisation stochastique. Et là, je vais vous présenter les processus de décision markoviens qui sont en fait des processus à plusieurs étapes, qui sont des processus dynamiques qui évoluent au cours du temps. Je vous ai un exemple tout simple. Vous êtes en vacances. Alors, ce n'est pas forcément le cas. Il faudrait aller dans les Pyrénées. À Bordeaux, c'est plus près de la mer que de la montagne. Et vous observez une marmotte tous les matins et vous regardez quelle est sa position. Elle a 3 positions, voire 4 ici, puisqu'elle peut être aussi dans son terrier. Et donc, du coup, la marmotte, elle va bouger, pour vous, c'est aléatoire, durant la nuit. Donc, elle va changer de montagne. Et chaque matin, la marmotte peut rester sur la même montagne, ou a pu changer de montagne, ou a pu complètement rentrer dans son terrier. Pour vous, le comportement de la marmotte, ça va être quelque chose qui est complètement aléatoire. Et on va le considérer comme un problème aléatoire. On va supposer que la marmotte, elle a un dé dans sa tête et pas forcément d'autres motivations. Et donc, pour vous, vous avez un comportement aléatoire. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, grosso modo, si vous enregistrez toute votre suite des positions chaque matin, cette suite des positions, c'est appelé soit un épisode, soit une trajectoire, soit une trajectoire. Et elle peut prendre différentes valeurs qui sont toutes aléatoires. Donc, quand vous êtes comme ça, que le système que vous observez, c'est un système dynamique, l'état du système, il évolue au cours du temps. Ici, l'état du système, c'est la position de la marmotte au jour K. Et le prochain état va dépendre d'une fonction qui dépend de K et qui va dépendre de tout votre historique, c'est-à-dire le jour d'aujourd'hui et toutes les positions qu'a occupé la marmotte. Ça, toutes les positions, excusez-moi, je répète, qu'a occupé la marmotte. Ça, c'est le cas le plus général. Voilà. Si jamais vous avez une fonction de transition qui dépend de tout d'un historique et également d'un alias, ce que j'ai mis par le epsilon de oméga, ça veut dire que vous n'avez plus un système dynamique seul, mais vous avez un système dynamique stochastique dont l'évolution, elle, va dépendre d'un aléa. Je vais considérer maintenant la propriété de Markov qui, en fait, on considère toujours le second exemple de la marmotte. Et en fait, on va le raffiner un petit peu en disant, voilà, je connais les transitions de probabilité, je connais les fonctions de transition et je sais qu'elles ne dépendent que de l'état courant. Voilà. Ça, c'est ma grande hypothèse. Donc, du coup, je sais décrire l'évolution aléatoire de ma marmotte grâce à l'état courant au jour K. Je connais aussi la place initiale de la marmotte. Et avec ça, je peux complètement décrire le comportement de la marmotte par ce qu'on appelle une Markov chain qui modélise la propriété, qui utilise en fait la propriété alors, je verrai le terme est en anglais memoryless de sans mémoire, c'est-à-dire dans lequel, en fait, vraiment, vous réduisez tout votre passé à l'état courant. Donc, dans le cas d'une chaîne de Markov, votre état courant, c'est xk, c'est la position de la marmotte au jour k, et la fonction de transition, elle est juste en dessous, elle est identique à tous les jours, et elle va, parce que là, je suppose une chaîne de Markov stationnaire, et elle va dépendre de votre position et d'un aléa. D'accord? Donc ça, je peux décrire une Markov chain par un doublet qui est l'espace d'état, qui est un espace fini d'état. Je suppose que j'ai des chaînes de Markov à temps discret et également à espace d'état fini. Et j'ai une probabilité de transition qui est décrite ici, où P de xx' donne la probabilité que si vous êtes le jour K en x, le jour K plus 1, vous êtes en x'. Donc c'est un peu, c'est assez mathématique dès le début, mais je reprends mon exemple là. Si je suppose maintenant que ma marmotte, son comportement est décrit par le graphe de transition ici, donc sur le transparent, c'est-à-dire qu'elle reste avec une probabilité 0,25 sur la montagne 1 quand elle y est. Quand elle est sur la montagne 1, elle a une probabilité 0,5 d'aller sur la montagne 2 et une probabilité 0,25 d'aller sur la montagne 3. Vous avez la même chose sur la montagne 2. Sur la montagne 2, où elle a une probabilité 0,2 de rester sur la montagne 2 et 0,4 d'aller en M1 et 0,4 d'aller en M2. Ce que je viens de vous le dire, je l'ai mis par écrit juste sur ce transparent-là, donc je vais le passer. Cette
à partir de ce graphe de transition, j'ai donc ma matrice de transition où ici, c'est ma probabilité quand je suis dans l'état 1 de rester dans l'état 1, quand je suis dans l'état 1 d'aller dans l'état 2. Grâce à ce modèle-là, je vais pouvoir décrire le comportement et la probabilité d'être dans chacun des états au jour K en fonction de mon jour initial. Donc ça, avec une chaîne de Markov, je peux décrire un comportement d'un système dynamique. Mais vous allez me dire, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui était le plus court chemin, il y a des aspects qui manquent. Tout à fait. Il y a l'aspect optimisation. Et donc, l'aspect optimisation, il y a déjà une fonction. Je vais rajouter à ce modèle de chaîne de Markov des rewards. Donc, je vais rajouter une fonction de coût. Donc, j'ajoute des satisfactions, c'est-à-dire que vous êtes, quand la marmotte est dans l'état sur la montagne 1, vous êtes vraiment super heureux parce qu'elle est juste en face de votre balcon, vous n'avez pas à bouger et vous l'avez le matin, vous pouvez prendre votre petit déjeuner avec elle. Et donc, on dit que vous avez une satisfaction de 10, elle, devant les yeux. Par contre, si jamais elle est sur la montagne 2, ben, c'est un peu moins sympa parce que la montagne 2, vous avez une moins belle vue. Et donc, vous recevez une satisfaction de 1. Et enfin, vous avez aussi, elle est sur la montagne 3. Là, vous êtes obligé vraiment de pencher la tête. C'est vraiment, elle est très, très dur de la voir et vous avez une satisfaction qui est plus faible. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décrit un modèle dans lequel j'ai toujours une évolution stochastique, mais j'ai mis un gain à chaque état. Donc, dans chaque état, j'ai un gain qui va me permettre de dire, OK, qui va me permettre de pouvoir commencer à faire de l'optimisation, mais dans un second temps. Et donc, quand j'ai une chaîne de Markov pour mon comportement dynamique et des gains, j'ai ce qu'on appelle un Markov Reward Process. Et donc, ici, je dis que RK, c'est le gain reçu au jour K. Je sais que mon gain est en fait l'espérance d'une fonction qui dépend d'un aléa, de l'état courant, de l'état suivant. Voilà, c'est comme ça que vous donnez votre gain et vous passez à l'espérance, comme je l'ai dit, comme je vous le montre sur la dernière ligne de ce transparent. RK de X, c'est la somme. C'est la somme ou c'est la moyenne de tous les gains. De tous les gains. Il y a une toute petite erreur sur le transparent, il manque l'epsilon. Voilà. Donc maintenant, je continue et du coup, je vais définir ce qu'on appelle un Markov Reward Process, ou un processus de Markov Value en français, qui est un triplet avec un espace d'état, qui est un ensemble fini d'états, excusez-moi, P qui est la probabilité de transition, donc P de x prime, c'est P de x plus 1 égale x prime, sachant que k égale k plus 1, excusez-moi, égale x prime, sachant que xk égale x, et une fonction de reward que j'ai donnée en donnant ici, par RK de x, la reward ou le gain au jour k quand je suis dans l'état x. Donc, voilà. Ça me permet donc de définir quelque chose. Et quand je fais un Markov Reward Process, et là on va revenir à ce qu'on avait regardé tout à l'heure, je suis intéressé par le gain que je fais sur plusieurs jours. C'est-à-dire que, imaginez que j'ai un séjour de n jours, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas forcément le gain que je collecte au jour 1, mais la somme des gains que j'ai collectés durant tout mon séjour, c'est-à-dire la somme de i égale à 0 à n, si j'ai un séjour de n jours de RI XI, c'est-à-dire des gains quotidiens quand je suis dans l'état XI. Donc ça, c'est la somme des gains collectés. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que cette somme-là, elle n'est pas forcément pertinente. Si je la regarde, je regarde un exemple, j'ai 3 trajectoires qui partent de l'état M1, qui ont même un état second qui est l'état M2, et qui ont des retours complètement différents. Donc, je suppose que n égale 6, et j'ai un V1 de M1, je calcule V1 de M1 pour ça. Et combien c'est pas tout à fait, c'est V6, excusez-moi, de M1. Et je calcule, et donc la première trajectoire, elle me ramènera 11,4 de gain. La seconde, elle me ramènera 23,1 de gain, puisque je suis dans l'état M1, je gagne 10, je suis dans l'état M2, je gagne 1, je suis dans l'état M3, je gagne 0,1, je reviens dans l'état M2, je gagne 1, je reviens dans l'état M1, je gagne 10, et je reviens dans l'état M2, je gagne 1. Donc c'est la somme des gains collectés pendant 6 jours, et donc avec cette trajectoire-là, je gagne 23,1.
Et la dernière trajectoire, elle, me ramène 42, c'est de satisfaction. Donc, on voit bien que mon gain va dépendre vraiment de la trajectoire suivie. Et ça, j'ai aucun contrôle, la trajectoire, elle, étant aléatoire. Et donc, dans un problème stochastique, c'est ce que j'avais montré tout à l'heure quand j'avais dit qu'est-ce qui est intéressant, est-ce que c'est le chemin en lui-même le plus court ou c'est le chemin en moyen. Ici, dans un problème stochastique, vous allez le plus souvent travailler sur l'espérance. C'est beaucoup plus pertinent d'utiliser l'espérance de la somme des rewards sur un des trajectoires. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va vous représenter peut-être plus, qui va prendre plus en compte toutes les évolutions aléatoires du modèle, et notamment qu'une trajectoire va se produire avec une certaine probabilité. Et que peut-être qu'une trajectoire qui me ramènerait beaucoup de satisfaction, mais qui est très peu probable, va être moins impactante qu'une trajectoire qui me ramènerait peu de satisfaction, mais qui est très probable. Donc, si jamais, pour vous donner une idée, qu'est-ce que ce serait l'espérance du reward? C'est en fait la moyenne des gains que vous faites parmi toutes les trajectoires pondérées par leur probabilité. Ici, si vous regardez, vous avez Vn de x qui est défini ici comme l'espérance, qui est la somme de k égale à 0 à n sur toutes les trajectoires possibles. Et j'ai fait sur tous les i possibles de p de x et k égale i et de rk égale i. Et donc, je pondère toutes mes trajectoires. Et donc, du coup, j'ai l'espérance moyenne, c'est vraiment le gain que j'obtiens fois la probabilité d'obtenir ce gain, et j'en fais la moyenne. Ça peut être aussi si vous répétez le gain que vous allez faire, si vous répétez la même expérience un grand nombre de fois. Donc, imaginez que vous avez là, ça c'est le terme qui est dans le terme à droite tout en bas de votre équation, la somme de k égale 0 à n, c'est les gains que vous gagnez sur une trajectoire pendant votre séjour. Et donc, qu'est-ce que fait? Si vous répétez votre séjour, vous proposez de dire je reste en vacances jusqu'à la fin des jours et à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque séjour, je regarde combien j'ai gagné, que vous en faites la moyenne, vous allez converger dans ce cas-là, puisque ça va être une loi des grands nombres, je passe tous les détails de convergence, vers quelque chose qui sera en fait le gain moyen. Voilà. Et donc, ces deux choses vont converger normalement vers la même chose. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, si je reprends mon exemple, ma première trajectoire qui me fait un retour de 11,4, elle aura lieu avec une probabilité de 0,054, puisque mon passage de M1 à M2 a une probabilité de 0,5, plus 0,4 pour passer de M2 à M3. Donc, ma probabilité de gagner 11,4, je l'aurai avec 0,054. De la même manière, si je regarde la trajectoire M1, M2, M3, M2, M1, M2, qui est la deuxième trajectoire, je passe de M1 à M2 avec une probabilité 0,5, je passe de M2 à M3 avec une probabilité 0,4, donc je multiplie, je passe de M3 à M2 avec une probabilité 0,3, de M2 à M1 avec une probabilité 0,4 et de M1 à M2 avec 0,5. Et donc, le produit de tout ça me donne 0,12. Et donc, j'ai une probabilité d'avoir cette trajectoire de 0,012. Et donc, c'est parmi les trois la plus probable. Et par exemple, j'ai 42 qui a une probabilité qui a une probabilité de 0,01. Et donc, le gain moyen, si je le regarde, c'est non plus 11 ou 23 ou 42, ça va être sur les trois exemples. Ici, je l'ai fait sur la somme des trois exemples, ça va être quelque chose qui est autour de 0,0274. Si vous multipliez 11,4 sur... alors, ce n'est pas super pertinent parce que j'ai fait que sur la somme de ces trois trajectoires, mais il faudrait le faire sur toutes les trajectoires et là, vous aurez le gain moyen. Voilà. Et c'est pour vous donner un petit peu la différence entre le gain que vous pouvez avoir et le gain moyen. Vous avez aussi d'autres objectifs réalistes dans les cas d'optimisation stochastique. Un des cas qui est extrêmement utilisé, c'est les rewards discountés, c'est-à-dire que vous ajoutez un reward. Ici, c'est le θ à la puissance k dans l'espérance dans votre fonction objectif. Ici, vous prenez l'espérance pondérée de k égale 0 jusqu'à k égale n
et vous avez un facteur de discount qui est souvent un nombre qui est pris entre 0 et 1, qui va vous dire en fait, qui va limiter l'impact des gains, des gains futurs. C'est justifié pour 3 grandes raisons. C'est extrêmement intéressant d'un point de vue mathématique parce que du coup, ça vous arrange, ça vous fait que, vous êtes que votre somme va converger, donc vous êtes plutôt intéressé. Vous avez aussi un intérêt pratique parce que vous avez les revenus ont différents poids. Et peut-être que typiquement, si vous êtes dans un séjour, le fait de voir la marmotte le premier jour est peut-être beaucoup plus intéressant pour vous, vous donne beaucoup plus de satisfaction que le dernier jour où vous l'aurez vu pendant 7 jours avant, et du coup, c'est moins intéressant. Et puis, ça a aussi une pertinence économique, puisque vous pouvez modéliser ça comme des taux d'intérêt qui vont, ou l'inverse d'un taux d'intérêt, qui vont petit à petit vous dire que le futur coûte moins cher. Donc, ça, c'est aussi donc, un des objectifs ici qu'on va chercher à évaluer, c'est soit un gain fini, total, soit un gain discompté. Maintenant, je reprends toujours ma petite marmotte et j'ajoute du contrôle. Donc là, maintenant, je vais vraiment avoir un point d'optimisation complet où j'ai de la satisfaction, une évolution qui est stochastique et un choix du contrôleur qui peut faire des choix. Et ces choix, il met de la montagne, vous allez mettre de la nourriture sur la montagne pour faire changer le comportement de la marmotte. Donc, vous essayez de changer le comportement de la marmotte en vous disant, si je mets de la nourriture sur la montagne 1, il y a peut-être plus de chances qu'elle aille et elle reste sur la montagne 1 que sur la montagne 2. Et donc, vous avez ce choix-là, mais ça a un coût parce qu'il faut aller monter sur la montagne et qu'il faut, ça va vous fatiguer pendant la journée. Et donc, du coup, on va se dire, c'est bien, mettre de la nourriture sur la montagne M1, ça va vous coûter 5. Mettre de la nourriture sur la montagne M2, ça va vous coûter 1. Et mettre de la nourriture sur la montagne M3, ça va vous coûter 0. Ça, c'est pour la première chose. Donc, vous avez un exemple avec des gains et des contrôles, qui est un problème d'optimisation dynamique, stochastique. Vous avez donc un ensemble d'actions possibles dans chaque état. Quand vous effectuez une action, la fonction de transition est modifiée, et donc aussi l'évolution du système. Et quand vous faites une action donnée, votre reward est aussi modifié. Et donc, votre reward, maintenant, va dépendre, si je le détaille, de l'état courant, de l'état dans lequel vous allez et de votre action. Ça, le RK de xk plus 1, xk AK, c'est j'effectue l'action AK quand je suis dans l'état x1 et quand l'état suivant, c'est xk plus 1, je gagne telle chose. Si vous prenez l'espérance, vous pouvez exprimer ça sous la forme d'une fonction qui ne dépend uniquement de l'état et de l'action. De la même manière, votre fonction de transition va être modifiée. Votre fonction de transition, maintenant, ne va plus dépendre uniquement de l'aléa et de l'état courant, mais de l'aléa, de votre action et de l'état courant. Et donc, cette probabilité que j'ai notée dans la dernière ligne P de xk plus 1 égale y, sachant xk égale x, ak égale a, que j'ai dénoté par un P de y, sachant xa, elle va réellement dépendre de l'action. Si je reviens, donc, excusez-moi, si je reviens à mon état, à ma définition d'un processus de Markovien de décision, c'est ça. C'est typiquement, vous avez un espace, donc un NUPLAY qui est défini par quatre éléments, donc un quadruplet, l'espace d'état, l'espace d'action, la collection des probabilités de transition. C'est-à-dire que vous avez des probabilités de transition qui sont paramétrées par l'action. Et vous avez donc un P de A de xx', et une fonction de reward dans laquelle vous pouvez donner l'état, le reward ou le gain, sachant xk, ak. Le processus de décision markovien, les gens vous disent, je modélise ça par mon processus de décision markovien, mais pourquoi? En fait, ils font ça pour résoudre des problèmes d'optimisation dynamique ou de contrôle dynamique ou des problèmes de multistage ou des problèmes d'optimisation stochastique à plusieurs états. Donc, le MDP, il faut voir ça comme un outil et pas comme un modèle. Évidemment qu'une fois que vous avez votre problème, vous allez
prendre votre problème et le modéliser par un processus de décision markovien, mais derrière, vous avez d'abord un problème d'optimisation stochastique avec un contrôle que vous allez résoudre par le processus de décision markovien. Si je regarde un petit peu à quoi ça peut servir, les problèmes d'optimisation dynamique viennent beaucoup pour la gestion de stock. Donc, la gestion de stock, l'état, ce serait votre niveau de stock. L'action, ce serait votre commande ou la quantité que vous commandez. Et ce qui va dépendre du hasard, c'est la demande. La demande est complètement aléatoire et vous ne le savez pas. Vous ne la connaissez pas a priori. Vous pouvez, par contre, avoir travaillé avec de l'analyse de données pour définir des lois qui vont vous dire comment ma demande va évoluer en fonction d'un certain nombre de paramètres. Ça peut aussi être fait dans des outils, des problèmes de marketing ou de détermination de prix. Typiquement, ce serait l'état, ce pourrait être le nombre de clients. Les actions, c'est les prix et les offres qu'on va faire à ces clients, histoire que, par exemple, ils achètent ou qu'ils puissent, pour des prix ou pour des marketing, être intéressés par une offre. Et le hasard va être le nombre de clients qui vont réellement acheter l'offre. Ça peut être un problème de marketing. Ça peut être aussi, et ça a été beaucoup utilisé dans les problèmes de réseau, notamment de contrôle d'admission, de contrôle de serveur. Vous supposez que votre état, c'est le nombre de clients ou de paquets dans le réseau. L'action, c'est est-ce que vous admettez le paquet dans le réseau ou vous le rejetez. Et le hasard, le hasard, lui, ou l'aléa, c'est le nombre de clients qui vont arriver dans la file ou le nombre de clients qui vont être traités dans la file. Voilà. Donc, je reviens à ma petite marmotte, je reprends mon espace d'état. J'ai un espace d'état avec 1, 2, 3, où I signifie qu'on est sur la montagne MI, donc l'état 1, on est sur la montagne M1, et j'ai un espace de 4 actions. Si jamais j'ai 0, ça veut dire que je ne fais rien. Si jamais j'ai 1, je mets de la nourriture sur la montagne 1. Si j'ai 2, je mets de la nourriture sur la montagne 2. Si j'ai 3, je mets de la nourriture sur la montagne 3. Et donc, comme je l'avais dit, on a donc 3 nouvelles matrices et 4 matrices en tout. La matrice P0 qui est celle de tout à l'heure, puisque le système n'est pas du tout modifié, mais la matrice P de 1 qui, elle, donne les probabilités d'évolution du système quand je mets de la nourriture sur la montagne 1. Même chose, P de 3, c'est l'évolution du système quand je mets de la nourriture sur la montagne 3. Et on peut voir que quand vous mettez de la nourriture sur la montagne 3 et que la marmotte était déjà sur la montagne 3, elle y reste. Donc, ce qui est modélisé par la dernière ligne qui est composée de 0, de 0 et 2. Voilà, donc là, j'ai donné tous les modèles mathématiques. Et donc ça, c'est comment j'exprime le reward pour l'état 1, puisqu'en fait, vous avez des rewards qui sont donnés depuis tout à l'heure, qui étaient donnés par la forme de R1, sachant 1, 0. Donc, le premier reward, c'est je suis dans l'état 1, la marmotte, je fais l'action 0. La marmotte va aller dans l'état 1, dans la montagne 1. Et ça, j'ai un reward de 10 puisque j'ai une satisfaction de 10. Le deuxième reward, R1, 1, 1, c'est je suis dans l'état 1, je mets de la nourriture sur la montagne 1, donc ça va me coûter 5, et elle est sur elle revient sur la montagne 1, et donc j'ai une satisfaction de 10, et donc j'ai 10 moins 5, 5 comme gain. Même chose pour le R1, trait 1, 2, où en fait c'est 9, c'est le combien ça me coûte 1 d'aller en mettre sur la montagne 2, du coup, mon gain total est de 10. Et enfin, le dernier gain, un 3, c'est je suis dans l'état 1, je mets de la nourriture sur la montagne 3 et la marmotte va dans l'état 1 et je gagne 9,5. Voilà. Si on regarde le reward tout sur la même ligne R3 barre 1,3, ça suppose que je suis dans l'état 1. Je mets de la nourriture sur la montagne 3. Et après, la marmotte se retrouve sur la montagne 3. Sur la montagne 3, je gagnais 0,1. Et ça me coûtait 0,5 de mettre de la nourriture. Et donc, je perds de l'argent avec moins 0. Je calcule l'expected reward par la formule qui est donnée juste en dessous. Et du coup, j'ai une ligne où j'ai tous mes rewards par état. Donc, R1, 0, c'est le gain que j'ai quand je suis dans l'état 1 et que je fais l'action 0, qui est 3,025. Et si on regarde,
j'ai un gain qui est très faible et qui est même négatif. Quand je suis dans l'état 1, je fais l'action 1, qui est de mettre de la nourriture sur la montagne 1. Je suis à un gain qui est négatif de moins 1,975. Voilà. On fait la même chose, c'est typiquement le détail sur tous les autres, gains. Et maintenant, je me retrouve à comment je peux optimiser ici le discounted cost, qui est le coût discounté. J'ai un séjour de 7 jours avec un discounted cost et je collecte les gains et je prends l'espérance. Comment optimiser, comment trouver ce problème? En effet, j'ai 3 petites contraintes. C'est que, premièrement, et qui vont obérer ma manière de faire, c'est qu'une action peut avoir un effet à long terme. Typiquement, si jamais vous êtes sur la montagne M3 et que vous mettez de la nourriture sur la montagne M3, vous restez. Et donc, vous pouvez avoir des effets à long terme pour ça. Vous avez aussi le bénéfice de votre action va dépendre pas uniquement de votre bénéfice courant, mais aussi de toutes les actions suivantes et de leurs gains. Votre bénéfice ne va pas dépendre uniquement d'une action, mais de toutes les actions courantes. Alors, est-ce qu'il est plus intéressant de gagner beaucoup au début et puis pour perdre, ou est-ce que ça vaut le coup de perdre au début pour gagner? Ça, vous ne le savez pas. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui va contraindre votre problème d'optimisation. Voilà. Et donc, là, on va, en fait, dans un MDP, définir un certain nombre d'objectifs. Là, je vous le redonne. Donc, ici, c'est vous pouvez avoir le gain à horizon fini, c'est-à-dire que vous vous arrêtez au jour N ou N-1, vous pondérez votre gain gagné chaque jour et vous faites la somme des gains collectés. Ça, c'est celui que je vous avais donné. Vous pouvez avoir des horizons, le même genre de gain, mais à horizon infini. C'est-à-dire que vous restez à l'infini, votre système fonctionne à l'infini. Et selon l'objectif que vous avez, vous pouvez avoir des gains moyens, vous pouvez avoir des gains qu'on appelle total reward. Vous n'allez pas avoir totalement les mêmes résultats de convergence, ce n'est pas totalement les mêmes outils pour le résoudre. Typiquement, dans un gain à horizon fini discounté, vous allez avoir beaucoup de stationnarité, vous allez avoir une politique stationnaire qui va être votre réponse, tandis que dans le gain à horizon fini, vous n'avez pas de gain de stationnarité. Donc, je reviens ici. Voilà. Donc, on a des objectifs, on a un problème d'optimisation, on connaît les gains moyens, on connaît l'évolution, on connaît ce qu'on veut optimiser, mais on ne sait pas comment le faire. Et en fait, c'est là que va se jouer un certain nombre de choses. C'est que on ne cherche pas, comme dans un problème stochastique, comme dans un problème, déterministe, à trouver la meilleure action. Vous allez chercher en fait une règle de décision. Une règle de décision, votre objectif, en fait, ça va être de trouver une suite de règles de décision. La règle de décision qui est, quand vous êtes dans un état ou selon un historique, vous allez faire la meilleure action à faire, c'est celle-là. D'accord? Votre objectif, quand vous êtes en train de travailler sur un modèle stochastique, c'est de trouver une règle de décision que je vais appeler Pika, qui est la règle de décision qui est appliquée le jour K. Et c'est une fonction qui va soit de l'historique complet état et action vers une action, soit de l'état courant vers une action. Et c'est sur ce cas-là que je vais me focaliser. De plus, la règle de décision, elle peut être complètement déterministe. C'est-à-dire que vous avez, en fonction de votre historique, vous allez déterminer une seule action à jouer, ou elle peut être complètement aléatoire. C'est-à-dire que vous allez donner une probabilité de jouer une action parmi toutes vos actions. Donc, ici, ce que vous allez chercher maintenant dans un problème d'optimisation stochastique, c'est une règle de décision et une politique. Qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, alors souvent, c'est utilisé de manière complètement équivalente et avec un grand synonyme. Moi, je préfère juste vous faire la distinction. Une règle de décision, c'est une fonction qui va d'un état vers une action, puisque je vais supposer des règles de décision déterministes et markoviennes. Et une politique, c'est une suite de règles de décision. Donc, votre décision au jour 1, au jour 2, au jour n. Une politique ou une stationnaire, c'est quand la règle de décision est toujours la même, quel que soit le jour
dans lequel que vous considérez. Donc, ici, donc vous avez la politique et la règle de décision. Et du coup, comment vous allez faire? La question qui se fait, vous êtes en train de chercher quelle va être la meilleure des politiques. Et pour faire ça, vous allez vous dire comment je peux évaluer le gain d'une politique. D'accord? Et pour évaluer le gain d'une politique, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction de valeur. Une fonction de valeur, elle est définie pour une politique et un état initial. Et qu'est-ce qu'elle va vous renvoyer? Elle va vous renvoyer les gains totaux, l'espérance des gains collectés durant le temps où fonctionne votre système, partant de l'état initial et suivant la politique que vous avez utilisée. Et donc, du coup, ça, c'est la fonction de valeur. Et la fonction de valeur, ça vous permet de donner un gain à une politique. Et en fait, on va voir, je ne vais pas le montrer, et je vous le dis, c'est que vous allez pouvoir avoir une relation d'ordre sur les politiques grâce aux fonctions de valeur. Vous avez une relation d'ordre entre les fonctions de valeur. Et ça vous permet de trouver la meilleure des politiques. Donc, ici, la fonction de valeur, pour le coût discounté, je vous la donne. Je me fixe une politique pi. Et ma fonction de valeur, c'est VP. Et du coup, ma fonction discountée, le coût discounté, c'est l'espérance, suivant la politique, de tous les gains. Et vous avez vu que je mets un XK qui est indexé avec un exposant pi, parce que l'évolution de mon système, elle est déterminée par cette politique pi. Donc ça, c'est la définition formelle de ma fonction de valeur. Je reviens à mon exemple toujours de la marmotte. Celui-là, vous n'avez pas fini de l'avoir jusqu'à la fin de l'exposé, je suis désolé. Vous supposez une politique stationnaire qui est celle-là, qui est, non, pas stationnaire, excusez-moi, qui est déterministe et Markov, qui est celle-là. Si vous êtes en M1 dans l'état 1, donc sur la montagne M1, vous ne faites rien. Si vous êtes sur la montagne M2, vous posez de la nourriture sur la montagne 1. Et si la marmotte est dans l'état M3, excusez-moi, vous posez de la nourriture sur la montagne 2. Donc ça, c'est typiquement une règle de décision que je vais réappliquer tous les jours. Et donc, je vais voir combien je vais gagner. Comment je peux la calculer? Je peux la calculer complètement formellement parce que le MDP, une fois que j'ai donné une règle de décision, c'est un markup reward process. Et je peux utiliser tous les résultats que j'ai faits, que j'avais avant, pour calculer l'espérance du gain de la politique que j'ai mis au-dessus. Je peux faire aussi des simulations de Monte-Carlo, et j'applique cette politique et je regarde, je l'applique au cours du temps, je répète cette politique pendant un temps assez long et je vais converger vers son gain moyen. De la même manière, je peux utiliser ce qu'on appelle des méthodes de différence temporelle qui sont elles de l'apprentissage, où je vais, en fonction de mon état courant, je vais faire une évaluation de ce qu'on appelle du bootstrapping. Je vais avoir une évaluation de ma politique que je vais améliorer petit à petit au cours du temps. Voilà. Et si je la calcule, je suis capable de donner pour chacun des termes de mon vecteur, qui est la fonction de valeur, une valeur. Voilà. Donc, je suis capable de donner une vecteur et vous allez me dire, mais c'est bien gentil, pour trouver la meilleure, vous me dites il y a un ordre, vous me dites que je suis capable de calculer une fonction de valeur pour chacune des politiques, mais si je dois comparer tous les reward process associés à chacune des politiques, je n'y arriverai pas. Ça a beau être fini, parce que là, vous êtes dans un espace d'action qui est fini, vous avez un nombre de politiques fini, je n'y arriverai pas. Et la réponse est oui. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est de la programmation dynamique. Vous allez décomposer votre problème avec l'équation de Bellman, et ça va vous permettre de trouver la politique optimale. Donc ici, tout problème d'optimisation stochastique de MDP, qui s'exprime sous la forme d'un MDP, va être résolu par l'équation de Bellman. L'équation de Bellman, c'est une équation de programmation dynamique classique. Vous décomposez votre objectif en deux parties. Le gain actuel, celui que vous allez gagner en faisant l'action, et le coût futur ou l'espérance du coût futur, sachant l'effet de votre action. Et donc, du coup, si vous regardez l'égalité, vous avez Vθ de pi de étoile de x, c'est la meilleure des actions. Qu'est-ce que ça va être? Ça peut être décomposé par l'équation de Bellman, par un max sur toutes les actions du gain que j'ai au jour actuellement, là, au slot courant, plus l'espérance de toutes les évolutions possibles des gains futurs. Ça, c'est un premier choix.
Après, comme dans tout problème d'optimisation déterministe de programmation linéaire, et ça, c'est ce qui n'est pas souvent fait aujourd'hui dans le MDP, c'est que vous devez montrer que le fait d'utiliser cette équation de Bellman va bien vous conduire vers la politique optimale. Alors, je dis prouver sa validité. En fait, il y a un certain nombre de travaux qui ont été explorés, un certain nombre de cas. Et aujourd'hui, si vous avez à montrer, à voir si c'est valide ou pas, il suffit de vous référer, par exemple, au livre de Puterman, que je vais donner à la fin, qui va vous dire si vous êtes dans tel cas, tel cas, tel cas, et ben, vous savez que l'équation de Bellman, utiliser l'équation de Bellman, va bien vous conduire à trouver la politique optimale. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On a l'équation de Bellman, on sait qu'elle est valide, il faut la résoudre numériquement. Pour ça, là aussi, et c'est pour ça que le modèle de MDP est énormément utilisé, vous devez trouver deux choses. Vous devez trouver la valeur optimale et la politique optimale. Les deux vont ensemble dans tous les algorithmes de résolution. Et vous avez des algorithmes qui sont extrêmement classiques, qui sont l'itération de valeur, donc value iteration, l'itération de la politique, policy iteration, et dans un certain cas, vous pouvez faire ça par de la programmation linéaire. Donc, vous avez des algorithmes classiques, une équation de Bellman, et ça vous permet de résoudre votre MDP. Je redéfinis quelque chose qui va m'être utile pour la suite, qui est la fonction de valeur, la Q fonction de valeur. Donc, j'imagine que j'ai une politique, V, et je vais associer la fonction QPi de XA, qui est, je prends l'action A en X, et après, j'applique la politique que je me suis donnée. C'est ce qu'on appelle en fait le gain moyen partant de X, sachant que j'ai appliqué A, et suivant la politique Pi. Cette Q-value, si vous la définissez, vous aurez un V étoile de X qui va être égal au max sur A de Q de Pi de XA. Voilà en fait, j'ai un doute, il y a un petit détail qui n'est pas là, mais on va supposer que c'est comme ça. Vous aurez votre fonction de valeur optimale, va être le maximum sur le Q de Pi de XA, et c'est le Q de Pi étoile. Donc, voilà, c'est l'expression de la fonction de Bellman. Okay. Maintenant, avec les MDP plus ça, je vais passer au l'apprentissage par renforcement. Alors, comme de toute façon, c'était pas un grand... j'ai qu'une heure, je n'allais pas tout voir sur l'apprentissage par renforcement, mais vous allez voir un petit peu quels sont les principes généraux de l'apprentissage par renforcement, et je vous donnerai 2 ou 3 liens ensuite si vous voulez creuser. L'apprentissage par renforcement, c'est la suite logique du MDP. Si vous n'avez pas compris, connaissez pas les modèles de MDP, c'est beaucoup plus difficile de comprendre l'apprentissage par renforcement. Et donc, je vais vous donner un exemple. J'ai dû... voilà, excusez-moi, j'ai mal appuyé. Un exemple tout bête. On considère pour la dernière fois promis l'exemple de la marmotte. Et ce que je vais vous dire, ce que vous alliez me dire, c'est que la marmotte, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est j'ai supposé que je connaissais parfaitement les statistiques qui décrivaient son comportement. Or, si moi, j'arrive dans un chalet de montagne, dans une ville que je n'ai jamais visitée, il y a à peu près peu de chances que je connaisse le comportement d'une marmotte bien connue. Et donc, on va se retrouver dans un système de la même manière contrôlé, avec vous êtes capable d'interagir sur le système, parce que l'apprentissage par renforcement, c'est ça. Vous supposez que vous avez un système dans lequel vous avez un contrôle, et c'est vous qui effectuez le contrôle. Donc, vous pouvez mettre de la nourriture tous les jours. Vous supposez que vous avez bien des états et des actions. Donc, les états, c'est la position de la marmotte. Les actions, c'est là où vous mettez de la nourriture. Mais vous supposez que vous ne connaissez rien d'autre. Vous ne connaissez pas les transitions, ni les gains. Et donc là, on est dans ce qu'on appelle un problème de modèle free reinforcement learning. Vous n'avez aucune connaissance, ou très peu, sur le modèle. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir apprendre la meilleure des fonctions de valeur. Donc ici, ça sera la meilleure des Q-value functions pour chacun des couples. Et après, vous allez en déduire la meilleure des actions. Donc, vous allez coupler un problème de découvrir les statistiques et l'optimisation. Vous ne faites plus en 2 étapes, comme on pouvait le faire avant, qui était je calcule mes stats et je fais l'optimisation, mais je fais tout en même temps. Et donc, et ça s'appelle donc être dans un problème d'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, c'est ça. C'est un problème où vous avez une évolution stochastique d'un système contrôlé qui a plusieurs étapes. Et ce que vous voulez, c'est faire de l'optimisation. Pas forcément de la prédiction,
pas forcément de la classification comme d'autres types d'apprentissage, mais réellement de l'optimisation et trouver la politique, les meilleures choses à faire. La manière de résoudre l'algorithme d'apprentissage par renforcement, c'est l'algorithme de Q-learning, qui est en fait un algorithme qui va vous mettre, qui va utiliser des tables. Donc, un des principes très connus, il est basé sur value iteration, mais je ne vous ai pas donné value iteration, je vais juste vous donner le Q-learning. Vous avez une table, un tableau à 2 dimensions dans laquelle vous allez stocker X et A, où les entrées vont être X et A. Donc ici, si vous regardez, j'ai Q de n plus 1, Xn à n. Donc vous avez ce qu'on appelle une Q-table et vous allez faire évoluer votre système. Vous ne connaissez rien, vous êtes au début, vous êtes le premier jour, vous allez choisir une action. Vous allez choisir une action en fonction de ce que vous avez déjà gagné, Qn, et de l'état courant. Ça va vous renvoyer à n. Vous allez simuler le système. Typiquement, pour la marmotte, vous allez mettre de la nourriture sur une des 3 montagnes, sachant qu'elle est dans un état, vous allez regarder qu'est-ce qui se passe. Vous allez regarder qu'est-ce qui se passe et vous auriez 2 sorties. La première, c'est la montagne dans laquelle elle va se retrouver la marmotte le jour suivant et le gain que vous allez obtenir. Et donc, avec ça, vous allez faire une simulation et vous allez pouvoir mettre à jour votre Q-table. Vous allez mettre à jour votre Q-table de 2 manières. Si c'est un état qui n'était pas l'état courant, qui n'était pas Xn à n, la Q-table va rester complètement inchangée. Sinon, vous la mettez à jour avec un Q de n xn plus 1 de Xn à n. C'est mon équation. Comme je n'ai pas de curseur, c'est un tout petit peu difficile. Vous avez un terme en 1 moins alpha n de Xn à n. Ça, le alpha n, c'est le coefficient d'apprentissage. Et donc, vous allez prendre l'ancienne valeur avec une certaine pondération et la nouvelle valeur que vous avez obtenue, qui est à dire pondérée par alpha n de xn de n. Typiquement, c'est le gain que vous avez obtenu, R de n, plus bêta. Alors, évidemment, le bêta et en fait le θ de tout à l'heure, c'est le taux de d'escompte. Et vous allez prendre le maximum de xn de la table sur la ligne xn pour obtenir le gain maximum que vous pouvez obtenir. Et donc, vous mettez à jour comme ça votre Q-table jusqu'à ce que la différence entre la norme des deux vecteurs soit toute plus petite que la précision que vous avez voulu. Pour que ça converge, vous devez avoir un taux d'apprentissage. Le taux d'apprentissage, c'est le taux avec lequel vous mettez à jour votre Q-table et c'est ce taux-là qui va vous dire comment vous faites compter en fait petit à petit l'état courant par rapport à tout ce que vous avez appris et tout votre historique. Et pour que ça converge, vous avez une condition sur le learning rate qui doit être que la somme de tous sur n des taux alpha n doit diverger, mais que leur somme au carré doit converger. Grosso modo, ça, c'est dans la preuve. Et grosso modo, là, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils prennent quelquefois l'inverse, quelquefois une inverse pondérée par un coefficient, le nombre de visites de x et de a que vous avez déjà fait. Vous avez une visite en plus dans l'état XA, vous augmentez ce nombre-là, et ça va vous donner votre coefficient d'apprentissage, votre taux d'apprentissage dans un état 2. Voilà, ça c'est le Q-learning. Comment vous allez choisir votre action? L'action, ça c'est un des autres éléments. Comment vous allez choisir votre action? Parce que vous avez un problème d'optimisation, mais en même temps, vous avez un problème de découverte de votre environnement. Donc, quelle est la meilleure des choses? Est-ce que j'essaye de tout découvrir au début ou est-ce que finalement, j'essaie de trouver un trade-off entre choisir la meilleure action que j'ai pour l'instant ou explorer l'espace d'état et les gains? Et ça, ce trade-off qui est entre l'exploration et l'exploitation, vous le trouvez tout le temps dans tous les problèmes d'apprentissage par renforcement. Là, ce que font la plupart du temps, c'est ce qu'on utilise une politique epsilon greedy, c'est-à-dire que vous choisissez avec une certaine probabilité une action uniforme parmi toutes les actions qui sont disponibles dans l'état X et que vous prenez la meilleure action avec une probabilité 1 moins epsilon. Le epsilon, lui, ne varie pas. Et donc, avec votre taux, vous allez avoir un taux d'exploration qui est plus ou moins grand. Ça, c'est le Q-learning. Avec ça, vous pourrez dire maintenant, j'ai fait de l'apprentissage par renforcement. Avec tous les cas qu'on a vus avant,
d'accord, vous pouvez faire de l'apprentissage par renforcement. Vous avez un autre cas qui est que maintenant, vous avez un model based. Vous savez que vous pouvez toujours mettre de la nourriture sur la montagne. Vous avez des états et des actions, mais vous avez également, vous savez que vous avez des probabilités de transition et des rewards, mais que vous ne les connaissez pas. Et un model based, c'est en fait que vous allez faire deux choses pendant votre algorithme. Vous allez à la fois apprendre le modèle et à la fois apprendre la politique optimale. Et donc, votre algo de Q-learning, il va y avoir, c'est l'étape 5 dans ce transparent, j'accélère un tout petit peu, l'étape 5 de ce transparent, qui est que vous exploitez ce que vous avez découvert, que vous exploitez les compétences, les connaissances que vous avez sur le modèle. Typiquement, un exemple qui est très courant aussi dans la littérature, vous imaginez que vous êtes dans la rue, vous essayez d'aller toujours un problème de plus court chemin. Un modèle free, ce serait vous notez simplement les embranchements que vous avez, et tandis qu'un modèle base, ce serait quand vous êtes dans tel embranchement, je peux avoir telle rue, telle rue, telle rue qui me conduisent à telle rue, et vous faites une cartographie en même temps de votre modèle. L'avantage d'un modèle base, c'est que vous convergez plus vite. Là, en équivalent d'un modèle free, l'avantage d'un modèle free, c'est que vous êtes très très loin. Les principales étapes d'un algorithme de RL, c'est deux grandes phases. Il y a une phase d'amélioration de la politique, ce qu'on faisait dans le calcul qui est soit je prends le max, ici dans l'exemple du Q-learning qui était greedy, je prends le max, soit j'ai un algorithme un petit peu plus sioux, un peu plus pertinent qui me donne des direct policy search, je fais ça, et ou des policy gradients, c'est-à-dire que ma politique est donnée par un gradient. C'est typiquement les cas quand vous avez un espace d'état continu. Et la deuxième phase, c'est l'évaluation du gain de la politique. L'évaluation du gain de cette politique, c'est ce qu'on appelle souvent la phase critique. C'est comment vous évaluez le gain de cette politique. Vous pouvez faire du Monte Carlo, vous pouvez faire des différences temporelles, vous faites ce qu'on appelle un mélange des deux, ce qui est de l'éligibilité, des traces d'éligibilité. Voilà. Donc, Monte Carlo, c'est faire une simulation du système pendant très longtemps. Les gros problèmes du RL actuellement, c'est que, en tout cas sur les Q-tables, c'est l'explosion combinatoire. Comme vous êtes obligé de garder un espace d'état et une valeur pour chacune des états, vous avez une explosion combinatoire. Deuxièmement, couplé à l'explosion combinatoire, vous avez un temps de convergence qui est très, très long. Entre un temps pour résoudre un jeu tout bête, roc, papier, ciseaux, le MDP met moins d'une seconde, tandis que le RL peut en mettre 4 secondes. Enfin, vous avez aussi quelque chose dans lequel il faut faire très attention et ce qui n'est pas forcément, n'apparaît pas dans les livres ou les livres dans les bibliothèques de MDP, c'est la correction de la convergence. Est-ce que l'algorithme que vous utilisez, est-ce que le RL va converger vers quelque chose ou non? Et là, c'est extrêmement important parce que dans un cas que je vous ai montré de la marmotte avec un espace d'état fini et une mémoire d'état fini, OK, là, il y a de la convergence. Quand vous avez un espace d'état fini, mais qui n'est pas représentable en mémoire, vous faites une exploration partielle de l'espace d'état, il faut faire très attention à ce que vous faites. Et alors que là, quand vous êtes dans un espace infini, c'est aussi extrêmement compliqué. Une dernière point, et je vais finir un peu sur le deep Q-learning, et après je passerai à tout ce qui va être bibliographie. Vous avez entendu parler de l'apprentissage par renforcement quand les Amazon ou Tesla vous montrent que vous avez une caméra qui va piloter la voiture. Ce serait, imaginez maintenant qu'on n'a plus cette marmotte, je vous avais dit qu'on arrêterait, mais qu'à la fois vous avez une image de cette marmotte. Et donc, vous avez une image qui a 255 x 255 pixels avec 16 couleurs. Là, vous êtes dans un cas où l'espace d'état, il est impossible, avec un 255 puissance 32, il est impossible de stocker, il est même également impossible de l'explorer complètement. Et donc, ce que font les gens aujourd'hui, c'est du deep Q-learning, c'est-à-dire qui mélange à la fois des réseaux de neurones pour apprendre en fait la fonction de valeur dans un état et les processus d'apprentissage par renforcement, ce qu'on appelle le deep Q-learning. Et donc, vous avez la fonction Q de XA, elle est maintenant approximée par du deep learning ou des réseaux de neurones, dans lequel la valeur, ça va être, vous allez avoir une entrée dans votre espace, vous allez avoir 255 x 255 entrées dans votre réseau de neurones. La sortie va être la valeur de Q sachant X sachant A.
et vous allez devoir évaluer votre réseau de neurones pour qu'il soit apprendre à la fois l'approximation par le réseau de neurones et à la fois la politique optimale. Et donc, il y a vraiment 2 phases d'apprentissage dans les problèmes de Deep Q-Learning. Voilà. Vu que je n'ai pas énormément de temps, je vous laisserai faire l'application au Cloud Management. C'est juste comment on va appliquer un Q-Learning. Je vous montre les espaces d'état. Donc, vous avez des espaces d'état. Vous avez les espaces d'action. Ils sont donnés. Ça peut être ça. Et après, comment on va appliquer un Q-Learning. Pour la bibliographie, j'ai envie de vous dire, ah oui, il y a plusieurs groupes de travail. Donc, il y a le GDT Cosmos dans lequel j'interviens, qui est un groupe de travail sur l'optimisation stochastique, ça, qui fait partie du GDRRO. Je vous laisse les liens. Vous avez aussi la société savante Rodef, qui est liée à toutes ces questions autour de l'optimisation et de la décision. Et on a un software qui s'appelle Marmot Core, qui permet de gérer des chaînes de Markov, qui est un logiciel libre, mais qui, avec le confinement, on a des mises à jour qui ont été un peu tardives. Donc, si vous êtes intéressé, il faudra plutôt prendre contact. Pour tout ce qui est MDP, j'ai envie de vous dire, il y a 2 choses très intéressantes qui vous permettront, qui sont vraiment pour quelqu'un qui veut débuter, ces 2 liens-là. Le premier chapitre du livre de processus décisionnel en intelligence artificielle ou le chapitre 3 du livre de Powell. Le livre de Powell est plus lié sur les questions d'approximation dynamique, donc des problèmes de programmation dynamique, stochastique, comment ils peuvent être approximés. Tandis que le livre de Garcia, c'est celui que je vais vous donner aussi pour tout ce qui va être lié aux questions de RL. Le chapitre 2 doit être le RL. Et en fait, vous avez beaucoup de chapitres. C'est un livre de recherche. Il y a beaucoup de chapitres qui ont trait soit au processus de décision markovien, soit à l'apprentissage par renforcement. Il se lit très bien puisque les maths ne sont pas cachées, mais c'est presque un outil de vulgarisation. Ça peut se lire dans le texte. Les maths sont faits pour être lus et pas redémontrés ou pas forcément beaucoup. Et ça, si vous voulez débuter, c'est très bien. Et sinon, vous avez toujours le livre de Sutton and Barto, mais tout le monde va vous le donner. Et je vous donnerai peut-être aussi le livre de Viring and Otterlo, qui date de 2012. Le livre de Sutton Barto a été mis en lien à jour en 2017 ou 2018, et il est aussi disponible par le net, et c'est un peu la Bible du domaine, mais je vous la laisse comme ça. Et je vais laisser maintenant Antoine clôturer, ou s'il y a des questions, y répondre. Merci Emmanuel pour ce talk, c'était passionnant. On avait, alors il y avait une petite question assez rapide d'abord, c'était sur qu'est-ce que ça veut dire greedy, parce que tu l'as utilisé à la fin, les algorithmes greedy. Je ne sais pas si tu peux préciser peut-être. Et sinon, on a 5 minutes là si vous voulez pour poser quelques questions sur le sujet. N'hésitez pas. Quand en fait je parle d'un algorithme, on est dans un espace pour calculer la politique. On va trouver la meilleure des actions. On a un max d'une équation. On a un max sur A d'une équation. Et du coup, quand je dis je greedy, je prends comme politique la meilleure des actions, le max des A. Et donc, à chaque étape, c'est pour ça qu'on appelle ça greedy, je prends le max, l'action qui donne le meilleur de ma fonction de valeur que je suis en train d'approcher. Voilà. Dans les personnes présentes, dans mon ancienne vie, on utilisait pas mal effectivement la programmation dynamique et ces algorithmes dans tout ce qui est publicitaire, puisque la marmotte peut être représentée effectivement par des changements d'état, de comportement de clients face à des publicités, face à est-ce que je clique pas, est-ce que j'accepte ou pas. Et il y a un algorithme que tu as pas cité qui s'appelle l'algorithme Branchot, je pense, mais qui est pas mal utilisé, notamment dans les publicités pour tout ce qui est test, enfin, tout ce que tu parlais à la fin sur la partie tu ne connais pas forcément les probabilités au début et tu apprends petit à petit à connaître le comportement en face. Je n'ai pas cité. Il faut parler un petit peu plus fort. Ouais, je ne vais pas citer, alors parce que les processus bandits, ça peut être comme un potard.
souvent, la plupart du temps, tu vas essayer de minimiser le regret et pas forcément l'optimisation à gain. Et les processus bandits, c'est souvent tu as une action à faire sur les processus et c'est un cas particulier de processus de décision marqueur. Il y a beaucoup d'hypothèses qui permettent de faire des algorithmes un petit peu différents, plus rapides. C'est tellement que tu dois jouer des processus de parce qu'en fait, tu as un espace d'état qui va être l'état de chacun des bras, mais tu peux le décomposer en fait. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que l'évolution d'un des bras ne va pas dépendre des évolutions des autres bras. C'est un peu comme si tu avais chacune des montagnes et disant je mets la montagne, je mets la marmotte sur la montagne 3 et elle va rester sur ce bandit. C'est une simplification. Ouais, une simplification, oui et non, parce que la plupart du temps, après, tu essaies de minimiser les regrets. Tu fais beaucoup d'apprentissage dans les processus bandits. Et voilà. En tout cas, moi, personnellement, je vois ça comme une simplification. Et le fait est que tu as beaucoup d'hypothèses simplifiées qui sont différentes font que tu peux utiliser des algorithmes différents. Ouais. Alors, la différence entre le modèle free et le modèle Bayes, le modèle free, c'est que c'est le cas le plus simple à mettre en place. Vous n'êtes pas obligé de vous dire comment va évoluer mon modèle. Typiquement, dans la marmotte, je suppose que j'ai des montagnes et puis si j'imagine que je connais un peu mieux la montagne, c'est que je vais essayer de faire une cartographie. Le modèle Bayes, je vais essayer de faire une cartographie où je sais qu'il y a des transitions qui ne sont pas possibles et des évolutions du système qui ne sont pas possibles. Modèle free, c'est je ne connais rien sur mon système. La seule chose que je connais, c'est la position de la marmotte. Alors, un modèle free, c'est ce qui va être le plus facile à implémenter. C'est sur des modèles extrêmement compliqués dans lesquels vous n'aurez pas forcément d'intuition sur le modèle, la chose que vous allez mettre en place au début. Après, si vous avez dit, mais en fait, avec ce type de problème, j'ai tel modèle ou telle cartographie qui va me permettre d'optimiser, et ben, vous allez passer sur un modèle Bayes. Le modèle free, c'est le modèle le plus léger, le plus facile à mettre en œuvre, qui vous demande le moins d'hypothèses possible, mais qui met du temps à converger, qui met plus de temps à converger qu'un modèle Bayes. Un modèle Bayes, lui, vous supposez que vous avez certains éléments du modèle, certains éléments des coûts, certaines des transitions, et vous allez petit à petit les apprendre. Typiquement, si vous avez une connaissance d'un réseau, si vous voulez appliquer votre RL, un algorithme de RL dans le réseau, et que vous avez des transitions qui ne sont pas possibles ou des situations qui ne sont pas possibles parce que vous avez le réseau et que vous le savez, vous allez petit à petit le mettre dans vos transitions. Le modèle Bayes va le prendre en compte, mais il ne va pas le mettre en valeur. Tandis que dans le modèle free, vous allez devoir y travailler, retravailler un petit peu sur qu'est-ce que j'apprends, et grâce à ça, vous allez pouvoir être un peu plus rapide. Voilà. Alors, je n'ai pas répondu à démarrer la réponse en direct, je ne sais pas si c'est un… Non, mais… C'est la réponse orale. Okay. Elle a été faite. Ouais. Elle a été faite, ouais. Ok pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres… Antoine, tu veux demander s'il y a d'autres questions? Non. Non, c'est… D'accord. Ok. Ok, bah je remercie encore Emmanuel de ce… Ah, une autre question qui est apparue. N'hésitez pas en tout cas. Alors, pour la question de Bruno Poésie, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça peut être utile en fonction de scénario. Vous allez pouvoir faire de l'optimisation. On va peut-être dire, ça peut, si vous avez vraiment beaucoup de stats et beaucoup de scénarios, vous allez pouvoir peut-être vous dire, OK, je prends telle décision. Si je prends telle décision, je vais avoir telle évolution avec telle probabilité. Mais définir vraiment toute la situation future d'une entreprise, il y a peut-être, soit vous avez vraiment les stats, soit et vous avez des évolutions de scénarios avec certaines probabilités, soit si vous n'avez pas les stats, ça va être assez compliqué. Mais j'ai envie de vous dire, c'est imaginer de l'optimisation en fonction d'un certain nombre de scénarios. L'optimisation stochastique va vous permettre peut-être d'utiliser pour connaître l'effet d'une conséquence selon un scénario. Mais ça sera peut-être plus de l'optimisation que stochastique au sens large que du MDP particulièrement, notamment si votre décision est une décision qui suit un problème d'optimisation combinatoire. Mais voilà, c'est plus au sens, vous pouvez connaître l'effet d'une décision et trouver la meilleure grâce à ce genre de modèle. Super. Moi, j'avais une question un peu bête que j'ai posée tout à l'heure. Tu as parlé dans les exemples stock.
prix. Oui. Est-ce que, alors c'est un peu à la mode, mais est-ce que dans l'optimisation en particulier de trajectoire de véhicules, de stations ou de services, on prend par exemple un impact carbone, c'est utilisé aujourd'hui? Alors, en fait, on va reprendre un exemple tout bête d'optimisation. Il y a des problèmes d'optimisation de plus court chemin stochastique. Donc, la plus court chemin en fonction des aléas, ça peut être modélisé par des MDP. Vous pouvez transporter avoir des problèmes de tournée de véhicules. Donc, ça, c'est des problèmes de tournée de véhicules stochastiques aussi, qui se transforment dans des problèmes de MDP, mais j'ai envie de dire, et là on va retomber sur une extension qui est un petit peu plus difficile à évaluer, c'est quand votre optimisation, ce n'est pas uniquement l'effet des actions, mais ça va être résoudre un problème d'optimisation combinatoire. Et là-dedans, le MDP va avoir un gros problème parce que l'espace des possibles est tellement grand qu'il va exploser. D'accord. Donc après, on pourrait travailler sur ce qu'ils appellent des MCTS, donc des arbres de Monte Carlo Tree Search, pour vous donner l'effet de certaines heures. Ou après, vous allez travailler sur des politiques, ce qu'on appelle à horizon roulant, dans lequel vous dites, OK, j'optimise sur mes 2-3 prochaines étapes, et après, je fais ça. Mais ça rentre plus dans le cadre de l'optimisation stochastique que du MDP. Mais vous pouvez résoudre les tournées de véhicules par du MDP en mettant un critère de carbone dedans, d'émissions carbone dedans. Bon, ben, merci beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis paumé un peu aussi sur certains sujets, mais je trouve ça très intéressant. Donc, on va essayer de renouveler assez fréquemment ce type de talk avec Antoine. Donc, le dernier slide, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, on peut mettre à disposition. Alors, là, il y a eu une erreur dans les slides, mais c'est pas grave. Ce type d'outils, donc que ça soit en visio ou webinaire, donc au bénéfice de nos adhérents. Donc là, on a fait un modèle un peu hybride. En tout cas, merci beaucoup pour le talk. Vous êtes les bienvenus. Et puis, Antoine, on fera au programme effectivement d'autres talks, mais je crois que c'est dans les tuyaux. Je vais m'arrêter là. Donc, je redis tout à l'heure ce que j'ai dit, c'est-à-dire que vous allez recevoir ensuite, le replay de ce talk. Antoine, un dernier mot peut-être? Non, encore un grand merci à Digital Aquitaine pour son accueil. Un grand merci à Emmanuel d'être venu sur Bordeaux. Et bon appétit à tous. Et puis à très bientôt. Si vous avez une idée de talk, je vois qu'il y avait quelques personnes de laboratoires privés et même de sociétés aussi du secteur, n'hésitez pas à nous faire signe si vous voulez participer sous la forme d'un atelier d'1 heure. Voilà, merci, à bientôt. Merci, à bientôt.